Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, d'abord en premier lieu, et vous le comprendrez aisément, je voudrais rendre hommage à la mémoire de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés le 2 décembre dernier, à l'âge de 94 ans. D'abord, évidemment, saluer l'homme et l'homme politique. Le président Giscard d'Estaing a été, vous le savez tous, nous l'avons tous exprimé, un grand réformateur. Il a marqué durablement la société française par des réformes de société majeures. Il y a eu la dépénalisation de l'avortement aux côtés de Simone Veil, le droit de vote à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, la loi d'orientation en faveur des handicapés aussi, on en a peu parlé, mais c'est une loi fondatrice, et puis le vote de toutes les mesures Giroud en faveur de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Mais je pense aussi évidemment à son engagement européen. Et puis c'était celui qui a mis sur rail, qui a donné tout son développement au TGV. Je pense aussi à Ariane Espace. Et puis je pense à son engagement en faveur de la culture, et notamment au musée d'Orsay. N'oublie pas non plus qu'il était attaché à la décentralisation. Ça a été un de nos collègues, conseiller général du Puy-de-Dôme pendant 22 ans conseiller général, avant d'être président de région. Je l'ai beaucoup côtoyé à l'Assemblée nationale pendant près de 10 ans. C'était un homme d'une vivacité intellectuelle rare et d'une conception du monde et de l'Europe qui reste très actuelle. C'était un vrai précurseur. Je pense bien sûr à sa famille, à son épouse, à son fils Louis et à tous ses proches. Et à la mémoire de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, je vous demande de bien vouloir observer un temps de silence. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, je vous présente tout d'abord 3 rapports en urgence qui sont sur vos tables. Le premier porte sur la charte de la laïcité. Vous savez qu'il y a un débat actuel très important sur ce sujet. Je vous propose tout simplement, comme l'ont fait d'autres collectivités, de formaliser notre engagement républicain avec la charte qui a déjà été adoptée au niveau de l'État et qui doit tous nous unir autour de ce principe de laïcité. Vous savez que cette charte a la vocation à être soumise à toutes les structures, notamment associatives, qui solliciteront une subvention du département de la Côte d'Or. Je vous invite tout simplement à réaffirmer que notre République, elle est laïque, que la laïcité est garante de nos libertés, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Il nous faut réaffirmer que toute croyance doit s'exprimer dans le cadre de la République. Et je veux rappeler cet article 1er de la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Deuxième rapport d'urgence que je vous propose est de pure forme. Il concerne l'arrêté du préfet du 27 novembre 2020 relatif au transfert de charges de la compétence transport du département à la région. Comme je l'ai déjà dit après m'en être entretenu avec Madame Dufay, cette décision qui est arrêtée fera l'objet d'un recours de la part du département. Ce n'est pas un problème politique, je l'ai dit et je le redis, c'est un problème juridique et je souhaite faire clarifier par le juge le respect du principe de non-rétroactivité de la loi. Ça concerne une somme, je le rappelle, de 2 552 483,60 €. Elle nous est aujourd'hui réclamée. Donc,
on le fera valider tout simplement par le juge du tribunal administratif. Enfin, dernier rapport d'urgence, j'ai accepté de manière tout à fait exceptionnelle de reprendre quelques dossiers FAVA qui nous ont été demandés, notamment par 2 conseillers départementaux, j'insiste, de l'opposition, c'est vous dire le caractère ouvert que le mien, et qui étaient arrivés hors délai. Voilà pour ce qui concerne les 3 rapports d'urgence. Mais vous le savez, l'essentiel de notre session aujourd'hui porte sur l'examen du budget de la Côte d'Or pour 2021. Ce budget intervient dans un contexte sanitaire qui reste très tendu dans la région et nous en mesurons chaque jour les conséquences sur la vie de nos compatriotes. Vous l'avez appris sans doute depuis hier soir, le collège de Pontaillé-sur-Saône est fermé pour cause de Covid. 5 agents ont été touchés par la maladie et également la gestionnaire. Donc l'établissement, par décision préfectorale, a été fermé hier soir. Les parents d'élèves en ont été informés et donc il restera fermé évidemment jusqu'aux vacances de Noël qui vont intervenir fin de semaine. Nous avons dans ce domaine, face à cette crise, des échanges permanents avec les associations du champ social et notamment d'aide alimentaire. On constate, et vous le constatez tous, une montée des difficultés à vivre dans beaucoup de familles et chez les jeunes en particulier. Donc, je le dis simplement, la première priorité de ce budget 2021, c'est d'accompagner, de soutenir, de protéger les plus fragiles, parce que c'est notre mission. Et je veux vraiment, mes chers collègues, saluer nos agents qui sont en première ligne. Nos 2700 collaborateurs ont fait la preuve de leur engagement, de leur capacité d'adaptation et de sens des responsabilités tout au long de ces 2 confinements, en assurant sans délai et sans carence la continuité du service public, en particulier s'agissant du versement des prestations et des aides à la personne. Les méthodes de travail ont été adaptées aux circonstances dans un temps record, notamment avec la généralisation des procédures dématérialisées, de télétravail également, et cela a été facilité par tous les efforts menés en ce sens depuis plusieurs années, et notamment s'agissant du télétravail, dont les principes avaient été fixés dans la loi lorsque j'étais ministre de la fonction publique. L'accueil du public a lui aussi été assuré dans des conditions adaptées, garantissant la sécurité à la fois de nos agents et des personnes accueillies. Monsieur le directeur général, je veux vraiment redire devant tous et saluer le travail de toutes nos équipes qui ont assuré la continuité du service au public. Je rappelle également que nous avons voté un premier plan de soutien dès le mois de juin. Nous l'avons renforcé au mois d'août pour un montant exceptionnel de 24 millions d'euros. Mais je crains un vrai choc pour le printemps prochain et nous devons nous y préparer et y faire face. Je vous ai rendu compte de la mobilisation des sommes qui avaient été prévues dans ce plan d'urgence et de soutien. Pour ce qui est des aides d'urgence aux personnes, nous avons à ce jour attribué 3310 aides d'urgence supplémentaires, près de 2 millions d'euros qui ont été mobilisés pour les familles de Côte d'Or supplémentaires. Pour ce qui est de l'aide aux travailleurs non salariés, on assiste ces derniers jours à une montée en puissance du dispositif, une vraie montée en puissance du dispositif, avec déjà 274 dossiers à ce jour et 1,5 million d'euros d'aides allouées. Dans le domaine associatif, qui est aussi un sujet, je pense à tous nos lieux de culture qui restent fermés, je le redis, c'est parfois incompréhensible de voir tous ces lieux de culture rester fermés, comme nos restaurants, comme nos bars, alors qu'ils pourraient prendre des mesures de précaution permettant d'accueillir du public dans le respect des gestes barrières. Donc les associations, oui, j'y tiens beaucoup, nous les avons aidées de manière exceptionnelle. 330 associations ont vu leurs subventions maintenues ou ont obtenu des aides exceptionnelles. Là encore, imaginez, c'est une aide de plus de 2 millions d'euros pour les associations de Côte d'Or. J'y tenais beaucoup, nous avons soutenu et accompagné tous les établissements sociaux et médico-sociaux, nos services d'aide à domicile et de l'enfance.
qui ont été frappés par la Covid, aussi bien dans leur activité que parfois aussi pour prendre les mesures de précaution et se protéger et protéger nos jeunes. Là aussi, hein, la somme que nous avons allouée est à ce jour de 5,6 millions d'euros. Sans compter la prime Covid que nous avons versée donc, en direction des salariés. Elle appartenait évidemment aux établissements de la verser, mais nous leur avons alloué les sommes correspondantes. Ça représente 1,7 million d'euros. À ça s'ajoutent les mesures que nous avons prises pour la baisse du prix du repas dans les cantines, y compris pour les collégiens du privé. C'est 3 millions d'euros pour l'année scolaire qui sont d'aide aux familles, 3 millions d'euros. Et pour la protection des Côtes d'Orient et la prévention des contaminations, nous avons mobilisé, depuis le début de la crise, 4 millions d'euros pour l'achat et la distribution de masques et de protection. Enfin, je vous l'ai dit, le deuxième pilier, c'est d'aider aussi l'investissement, de soutenir l'emploi par l'investissement. Et nous avons mis les moyens pour les communes et intercommunalités qui le souhaitaient de pouvoir avoir accès à des aides complémentaires et supplémentaires. À ce jour, le soutien supplémentaire à l'investissement a porté sur 2,5 millions d'euros de subventions. Enfin, et ce n'est pas mineur, vous savez que nous avons voulu aussi, dans le cadre d'un dialogue social serein, voulu attribuer la prime Covid aussi à tous les agents qui étaient effectivement en première ligne. Nous avons eu un dialogue social, je le répète, apaisé. Et puis comme nous avons eu également le RIFSEP pour nos agents qui ont été en première ligne, et je tenais vraiment à ce qu'ils soient accompagnés, c'est 2,8 millions d'euros qui ont été dépensés. Ça fait déjà plus de 24 millions d'euros supplémentaires dépensés. Mais à ça s'ajoutent aussi les conséquences de la crise sur le nombre de RSA supplémentaires. Vous en souvenez, Madame Coin, nous avons voté 4,5 millions d'euros supplémentaires en DM2. Nous avons aussi voté des crédits complémentaires pour le SDIS. J'y reviendrai au cours des débats. Ce qui fait que depuis le mois de mars-avril, nous avons pratiquement engagé 30 millions de dépenses supplémentaires. 30 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Les derniers chiffres que je viens d'avoir témoignent d'une aggravation de la situation, je le disais au début de mon propos. Début décembre, on compte 11 582 bénéficiaires du RSA, 318 bénéficiaires de RSA en un mois de plus. 318 en un mois. C'est un niveau jamais atteint. Nous avons enregistré entre 2019 et 2020, sur la même période, une augmentation du nombre de bénéficiaires de RSA de 12,37%. 12,37%. Alors, je vous le disais, pour 2021, on s'attend à ce que les difficultés soient sans doute plus importantes avec le prolongement de cette crise, et nous prévoyons une dépense sociale supplémentaire de 12 millions d'euros donc pour 2021. Et je le redis, la solidarité, la protection des Côtes d'Orient les plus fragiles sera notre priorité en 2021. Nous avons prévu, et c'est le budget qui vous est proposé, près de 300 millions d'euros de dépenses de solidarité. Là aussi, c'est sans précédent. Ce budget d'action sociale, ce sera un des premiers rapports que nous examinerons, parce que c'est un rapport qui concerne le cœur de notre action, je vous le disais, les solidarités. Face à l'évolution de la dépense sociale, je constate aussi qu'elle est de moins en moins compensée par l'État. La solidarité départementale se substitue un peu plus chaque année à la solidarité nationale. Pour autant, j'entends certains qui nous proposent des recentralisations, notamment du RSA. Je pense que ce serait une grave erreur pour les départements et pour la France. Ce serait une grave erreur non seulement pour l'échelon départemental, mais pour le service public. Parce qu'on le voit bien, nos concitoyens ont besoin de proximité. Ils ont besoin de politiques bien conduites.
ce que nous leur assurons grâce à notre présence partout sur le territoire. Et je le dis et nous le réaffirmons, nous continuerons de pratiquer le juste droit. Et je le dis à chaque famille, tous ceux qui sont en difficulté doivent être aidés. Mais nous lutterons comme nous l'avons toujours fait contre les fraudes, car elles existent, comme le montrent de nombreux rapports. La trajectoire budgétaire nous permettra, j'en suis sûr, de faire face à cette crise sociale. Mais elle nous permettra aussi d'aider ceux qui sont en perte d'autonomie, de protéger nos enfants, de protéger aussi nos personnes âgées, de les accompagner, d'accompagner ceux qui vivent leur handicap. Oui, nous assumerons toutes nos missions sociales. Mais notre devoir, c'est aussi de protéger notre économie et d'irriguer tout le territoire. J'insiste bien sur ce mot, d'irriguer tout le territoire. Nous allons investir cette année 110 millions d'euros. C'est sans précédent. Notre volonté, c'est de soutenir l'activité et l'emploi et en même temps d'investir dans les stratégies du futur. En 2021, nous allons consacrer près de 30 millions d'euros pour le développement de la fibre à domicile. Et à nouveau, je tiens à dénoncer les attaques permanentes de la part de certains élus régionaux qui ne cessent de dire que nous aurions pris du retard. Nous n'avons pas pris de retard en ce domaine, malgré la crise. Et je le redis, l'objectif, c'est de construire 55 000 prises au total avant la fin de l'année 2021. 20 000 en 2020, 35 000 en 2021. C'est notre priorité, la fibre à domicile. Et c'est notre priorité, mais je rappelle aujourd'hui que d'ores et déjà, nous avons pratiquement 75% de la population départementale, hors agglomération, qui est couverte avec de l'ordre 75% de 30 mégabits. 30 mégabits, ce qui est un niveau de haut débit très satisfaisant. Et je le dis à tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, qu'ils n'hésitent pas à appeler nos services au conseil départemental ou qu'ils se mettent en relation avec vous, les conseillers départementaux, pour qu'on puisse leur proposer des solutions alternatives en attendant, évidemment, l'arrivée de la fibre qui sera une solution d'avenir, cher Hubert Poulot. En tout cas, il n'y a pas de retard. D'ailleurs, tous ceux qui nous donnent des leçons, je m'étonne même qu'à l'époque, ils n'aient pas eux-mêmes pris le manche de ce déploiement du très haut débit. Parce que chacun a fixé des objectifs extrêmement ambitieux. C'est de même nature que lorsqu'on a amené l'eau, lorsqu'on a amené l'électricité dans chaque foyer français. Simplement, au lieu de le faire sur 20-30 ans, nous le faisons pour ce qui nous concerne sur 4 ou 5 ans. Et j'assume entièrement le choix que nous avons fait d'avoir d'abord un déploiement de la fibre au milieu du village, ce qui a permis de régler aujourd'hui la quasi-totalité des problèmes que nous avons, je dis bien la quasi, puisque nous sommes pratiquement à 97% de personnes qui ont accès à plus de 8 mégabits, ce qui est donc l'accès au triple près dans le département de la Côte d'Or. Aucun ne sera oublié. Alors s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous le faire passer. Première priorité, donc stratégie du futur, la fibre à domicile, 30 millions d'euros investis. Deuxième priorité, les routes et nos infrastructures. Je pense aux entreprises du bâtiment et du travaux public notamment. Nous investirons, là aussi c'est sans précédent, 22,3 millions d'euros sur nos routes. Je le dis, et si on ajoute la voirie communale pour lequel c'est un effort déjà extrêmement important que nous faisons, et nous sommes l'un des derniers départements français à financer la voirie communale, 5 millions d'euros, avec un effet levier, c'est-à-dire c'est au moins 15 millions d'euros de travaux qui vont être engagés. Donc nous sommes actuellement, si on y inclut la voirie communale, à 27 millions d'euros d'investissement pour les travaux publics. Là aussi, notre priorité sur les routes, c'est la sécurité. Et donc, nous allons travailler beaucoup et continuer de travailler avec tous les acteurs de la sécurité routière pour améliorer par l'investissement des conditions de circulation. Et nous sommes un des départements où nous avons les routes les plus sûres. Donc, je le dis, nous maintiendrons l'aide à la voirie communale, l'aide des routes à la voirie communale. Troisième priorité, l'aide aux communes, aux intercommunalités. Là aussi, pour le bâtiment, pour nos artisans. C'est un engagement solide de 23 millions d'euros qui sera poursuivi, parce que c'est en soutenant les projets des collectivités qu'on maintient la vie dans les campagnes et qu'on soutient nos artisans. Quatrième priorité, l'éducation et nos collégiens.
Là encore, un effort de près de 16 millions sera engagé pour préparer l'avenir et donner à notre jeunesse toutes les clés de la réussite éducative et l'épanouissement dans la société, y compris, chère Catherine Louis, au plan culturel et sportif, et sur la protection de l'environnement. Parmi les grandes opérations, vous le savez, nous poursuivrons la reconstruction du collège Roland d'Orgevet de Longwy, mais aussi nous aurons des investissements dans les cantines. Je rappelle que nous avons fait un effort considérable sur le prix des cantines pour la totalité de l'année scolaire. Je ne reviendrai pas sur le détail des aides, on va le voir ensuite sur les aides à l'agriculture, les aides dans le domaine de l'eau, dont je redis que ce sera une des priorités pour le département de la Côte d'Or, les aides aussi pour le logement, je salue le travail que fait Orvitis également Monsieur le Président François-Xavier Dugourc. Ce sont des sujets cruciaux pour lesquels nous avons prévu un peu plus de 9 millions d'euros, y compris sur la viticulture, que nous continuons d'accompagner. Et puis, nous allons investir sur nos propres bâtiments pour en assurer la sécurité aussi pour la transition énergétique. C'est un peu plus de 7 millions d'euros. Nous allons d'ailleurs les équiper en vidéoprotection et puis en dispositif anti-intrusion. Bien sûr, avec tous ces investissements, nous avons un fil conducteur, c'est la transition écologique, les économies d'énergie. S'agissant de transition écologique, nous allons avoir le 10e espace naturel sensible de la Côte d'Or et nous continuerons de nous investir dans le domaine de la biodiversité, du 100% local, de l'alimentation. Et donc, tous ces sujets se constitueront un fil conducteur pour l'année 2021. Enfin, je veux signaler l'effort important du département pour nos pompiers, cher Hubert Poulot, à qui je renouvelle ma confiance en tant que président du service départemental d'incendie et de secours. On a une Sainte-Barbe un peu particulière, puisque beaucoup d'événements ont dû être annulés. J'ai d'ailleurs écrit à tous les sapeurs-pompiers pour leur redire notre gratitude, tous de Côte d'Or, pour leur dire notre gratitude et pour saluer leur engagement au service de nos compatriotes dans ces moments très particuliers. J'en profite pour redire qu'ils pourront compter sur notre soutien lorsqu'ils ont à faire face à des attaques absolument inadmissibles, lorsqu'ils sont appelés à intervenir sur certains secteurs, parfois même avec des guet-apens qui leur sont tendus. Je vais dénoncer ces manquements. Je souhaite qu'ils soient sanctionnés durement, comme d'ailleurs toutes les attaques qui sont à l'égard de nos services de police et de gendarmerie, qui doivent être soutenus dans les périodes difficiles que traverse le pays. Notre contribution pour les pompiers sera de 18 millions d'euros. C'est un effort important, un record, j'allais même dire, qui nous permettra de faire face aux engagements que nous avons pris de conforter les équipes de professionnels. Et là aussi, je le redis, nous avons des débats qui sont devant nous, pour lesquels je n'entends pas renoncer, mais pour lesquels le dialogue doit se poursuivre, notamment l'application des 1807 heures, qui doit être adaptée aux conditions de travail des pompiers, mais pour lequel il y a une équité d'engagement qui doit être faite des agents publics. Et donc, j'ai donné pour mission à Hubert Poulot, le président du SDIS, de mettre cette année à profit, toute l'année 2021, pour parvenir à un accord à la fin de l'année, en tout cas je l'espère, à partir d'un diagnostic partagé des conditions de travail de nos pompiers professionnels, partagé et comparé à d'autres SDIS de France. Les aides aux associations, au sport, à la culture, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, seront maintenues. Là aussi, c'est un effort sans précédent dans un contexte budgétairement très difficile, il ne faut pas se le cacher, parce qu'en 2021, comme les années suivantes, nous n'aurons plus aucune marge de manœuvre fiscale. Nous allons vivre le transfert dès cette année donc, du foncier bâti aux communes et son remplacement par une fraction de TVA, c'est-à-dire que nous n'aurons plus de levier fiscal. Mais je l'ai dit, on fera avec et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour soutenir l'économie et les Côtes-d'Oriens. J'ai d'ailleurs l'intention d'anticiper le vote du compte administratif pour que nous puissions mobiliser toutes les marges éventuelles de façon à soutenir l'emploi et l'activité au-delà des 110 millions investis déjà prévus. Évidemment, soutenir l'emploi et l'activité, nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons aux côtés de l'État. Nous venons d'ailleurs de signer, Département de France, avec le Premier ministre, un accord de méthode qui réaffirme le rôle des départements comme une des clés du redressement français.
Dans ce cadre, je le dis dès aujourd'hui, nous sommes prêts à contractualiser avec le préfet, nous le ferons dans les jours à venir, pour renforcer la cohésion des territoires, à la fois sur le volet territorial du contrat de plan État-région, mais aussi pour préparer la nouvelle génération de contrats de relance et de transition énergétique que l'État veut conduire en 2021. Et comme le propose le Premier ministre, donc nous serons partenaires, je l'ai dit, et engagés dans la conduite de ces contrats de relance et de transition énergétique sur le département de la Côte d'Or, puisque le Premier ministre a réaffirmé, les limites seront départementales. Donc le préfet, je vous le redis, me l'a confirmé, il souhaite une coopération renforcée entre le département et le comité départemental de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous allons également nous impliquer très fortement dans le dispositif Petite Ville de demain et dans la lutte contre la fracture numérique avec les maisons France Service Côte d'Or que nous allons mettre en place avec les intercommunalités. Ce que je souhaite, c'est que très vite, nous ayons un espace numérique dans chaque ancien chef-lieu de canton, qui chacun d'entre eux joue un rôle dans son environnement. Donc oui, en 2021, nous serons encore plus que par le passé la collectivité de proximité de nos territoires. Nous exercerons toutes nos compétences et serons volontaires en Côte d'Or pour toutes les expérimentations en matière d'insertion, d'éducation, en matière de transition écologique et de logement, je l'ai dit, dans le prolongement de l'accord, le contrat de confiance entre le Premier ministre et les départements de France. Quand je dis nous assumerons toutes nos compétences, nous avons commencé à le faire en acceptant, par exemple, de reprendre, en accord avec l'agglomération dijonnaise, la mission sociale assurée par Dijon et Chenôve pour les bénéficiaires du RSA, ou encore avec l'État, puisque nous avons passé des conventions pour la prise en compte du handicap, pour la prise en compte de l'enfance, et nous continuerons d'être extrêmement engagés sur l'expérimentation. Si tout cela est possible, c'est parce que nous avons géré sérieusement le département, que contrairement à ce que nous demandait l'opposition qui nous disait chaque fois dépenser plus, nous avons maîtrisé notre endettement et nous l'avons singulièrement baissé, Madame la Présidente Martine Aubry-Dupin et Monsieur le rapporteur général Patrick Chappuis. Nous avons baissé notre endettement pour être prêts, en cas de situation de crise, à présenter un budget contracyclique. C'est ce que nous faisons. Donc, mes chers collègues, notre feuille de route pour 2021, elle est claire, malgré les incertitudes que nous connaissons. Nous serons solidaires des Côtes-d'Oriens face à la crise et nous continuerons d'investir pour l'avenir. Car cette crise, nous en sortirons. Et nous devrons être au rendez-vous des mutations profondes qu'elle a accélérées. J'ai une conviction, nous y arriverons. En tout cas, je vous le dis, tous les engagements pris seront tenus au service des Côtes-d'Oriens, de tous les Côtes-d'Oriens. Je vous remercie.